Si comme moi, vous avez envie de vivre en bonne santé le plus longtemps possible, parce que évidemment notre espérance de vie, elle augmente, vous allez être passionné par cet épisode. Vous le savez peut-être, j'écoute beaucoup de podcasts en anglais, et aux États-Unis et en Angleterre, le sujet de la longévité, c'est un vrai gros sujet. Il y a plein de gens qui en parlent. Et en France, étonnamment, c'est un sujet que je vois assez peu émerger finalement. On parle de la santé, bien sûr, on parle des problèmes dans les hôpitaux, mais on ne parle pas de la longévité, de comment je fais en sorte que par mon hygiène de vie aujourd'hui, je puisse vivre en bonne santé le plus longtemps possible. C'est vrai qu'en tant que Français, on va avoir tendance à dire oui, mais bon, on ne va pas se priver, etc. Vous savez, c'est un peu pénible. Il ne s'agit pas de se priver nécessairement, il s'agit d'avoir une bonne hygiène de vie. Et en fait, j'avais vraiment envie de creuser. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christophe de Jaeger, qui est un médecin, chercheur, qui est le président de la Société française de médecine de physiologie de la longévité. C'est aussi l'auteur d'un ouvrage spécialisé qui s'appelle « La médecine de la longévité, une révolution ». Et ensemble, on va parler de beaucoup de choses. Évidemment, de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de pourquoi on parle de longévité. Est-ce qu'on parle d'immortalité, d'amortalité, du rôle du stress, de tout ce qui se passe dans le corps des hommes, des femmes. On va parler évidemment de la ménopause, on va parler du rôle du sport, de la nourriture, qu'est-ce que ça veut dire de bien manger, du rôle de l'alcool, qui est un sujet que je trouve hyper intéressant, en particulier en France. Donc j'espère que ça va vraiment vous intéresser, moi je trouve ça passionnant. Par ailleurs, je me permets de vous demander, si c'est pas le cas, et c'est pas le cas de la majorité des gens en fait, de vous abonner, quelle que soit la plateforme que vous utilisez. Ça serait vraiment génial que vous puissiez le faire, parce que ça me permet de recevoir tous les invités que vous avez envie d'entendre sur ce podcast. Donc abonnez-vous, ça permet vraiment au podcast de grandir finalement, et donc de recevoir de plus en plus de personnalités qui vont être passionnantes. C'est la seule chose que je vous demande, juste de vous abonner, de cliquer sur le bouton, ça prend quelques secondes et ça aide vraiment beaucoup de choses. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour docteur de Jaeger. Bonjour. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être en bonne santé ? Être en bonne santé est quelque chose de beaucoup plus vaste et large que simplement ne pas être malade. Pendant des siècles, les gens, s'ils étaient non malades, ils se considéraient en bonne santé. Et ça correspond à la première vision de la définition de l'OMS de 1946. Mais en réalité, aujourd'hui, il faut avoir un regard différent. Être en bonne santé, c'est aussi être à un niveau fonctionnel correct. En d'autres termes, ça veut dire pouvoir faire tout ce que vous avez envie de faire, ne pas être limité par des douleurs, ne pas être limité par un essoufflement, ne pas être limité par des troubles cognitifs. Or, on se rend compte que dès 50 ans, vous avez énormément de gens qui ont des troubles fonctionnels, des limitations fonctionnelles, mais qui les gèrent. C'est-à-dire qu'évidemment, lorsqu'ils avaient l'habitude de faire une marche d'1 heure et qu'ils étaient capables de faire 10 km, c'est-à-dire qu'une marche vraiment active, vraiment très active, une petite course, eh bien, ils se rendent compte qu'avec le temps, c'est plus que 8 km, c'est plus que 6 km. Oui, en une heure, c'est quasiment courir. Oui, c'est 10 km/h. Mais ça, c'est une bonne situation fonctionnelle. Ça veut dire que votre corps se porte bien pour être capable de le faire. Pour ça que je prends cet exemple. On peut prendre un autre exemple. Si vous allez travailler et que vous devez, normalement, votre bureau est au 5e étage, quand vous avez 20 ans, vous allez monter les 5 étages à pied. À 30 ans, une fois sur 2. À 40 ans, plutôt l'ascenseur. Et à 50 ans, sûrement l'ascenseur. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire que vous aimez les ascenseurs. Ça veut simplement dire qu'en réalité, vous ne voulez plus vous retrouver en face d'une limitation de vos propres fonctions. Ça se retrouve ensuite plus tard chez le sujet plus âgé. Quand vous avez 70 ans, vous vous dites, il y a plein de gens de 70 ans qui se disent en bonne santé, mais qui avant avaient l'habitude d'acheter leur pain à une boulangerie qui leur plaisait, qui était à 2 km par exemple. Et puis ensuite, ils se disent finalement, celle qui est à 1 km est pas mal du tout.
Et on finit au supermarché qui est en face de chez soi. Et on dit à sa famille, à ses amis, mais je suis en pleine santé. Alors, bien sûr, d'une part, parce qu'on n'aime pas forcément toujours parler de soi et de se plaindre. Aussi parce qu'on se dit que ça n'intéresse pas forcément les autres. Mais c'est un signe. Et c'est très important parce que ça nous ramène à cette notion d'âge physiologique. L'âge physiologique, c'est en fait le reflet de vos capacités fonctionnelles réelles. Donc, à 20 ans, normalement, vous êtes au top de vos capacités. C'est là où c'est intéressant, d'ailleurs, de les mesurer pour avoir une référence dans le temps. Évidemment, à 20 ans, les gens se disent « bah non, j'ai 20 ans, je suis parfait, je suis au top, etc. » C'est pas la peine d'aller voir un médecin parce qu'il va tout de même, il risque de me trouver une maladie et je suis en pleine forme. Non, c'est une illusion. C'est une illusion. Dernier point, parce que ça va parler aux gens. Quand vous achetez une voiture, eh bien, vous apprenez très vite qu'il y a des maintenances à faire à 5 000, à 10 000, à 15 000, 20 000 km en fonction des modèles. Eh bien, vous les faites, ces maintenances. Vous les faites pour éviter que votre voiture tombe en panne. Alors, des fois, vous les faites avec retard, hein, mais vous les faites. C'est pareil pour l'être humain. L'être humain, on attend la panne, on attend la maladie. C'est absurde. Et c'est pour ça qu'il faut changer de paradigme. Et moi, ça fait des dizaines d'années que, à travers mes interviews, mes livres, j'essaye d'amener les gens à faire pour eux ce qu'ils font pour leur voiture. S'il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires, d'aller en tongs et traverser l'Arctique, c'est pas ça que je demande. Je demande simplement, faites au minimum ce que vous faites pour votre voiture. Faites de la maintenance. Donc, allez voir votre médecin, même quand vous n'êtes pas malade. C'est très bien d'aller voir son médecin quand on n'est pas malade. C'est comme ça qu'on fait de la prévention. Alors, c'est ça qui va nous permettre de changer de paradigme. Et c'est ça qui est important. On doit aujourd'hui s'occuper de sa santé avant que la maladie ne s'occupe de vous. Et en même temps, vous faites dans le livre référence au test d'effort, parce que les médecins, ils sont formés aujourd'hui à la maladie, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'en fait, un test d'effort, si vous parlez en particulier de l'artère coronarienne, si je ne me trompe pas. Des artères coronariennes, oui. Qui, en fait, dans un test d'effort, s'ils sont bouchés à 75%, on va vous dire, ça va, d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas malade, techniquement. C'est la logique médicale actuelle. Nous, les médecins, on est dressés, en fait, à diagnostiquer des maladies et à les traiter. Les guérir si on peut, mais au minimum les traiter. Et aujourd'hui, on est beaucoup face à des maladies chroniques. Donc, le problème, il n'est pas de se dire comment faire pour ne pas être malade, il est de trouver la maladie. Et vous avez énormément de tests qui sont faits, mais quotidiennement par énormément de collègues qui les font très très bien. Et le test va dire, ok, vous n'êtes pas malade. C'est l'exemple de l'ECG d'effort, l'électrocardiogramme d'effort. Vous pédalez, vous faites un effort, le test est négatif. Mais ça ne veut pas dire que vos coronaires sont saines. Pas du tout. Ça veut dire qu'elles ne sont pas malades au point de nécessiter une intervention. C'est une très très grosse différence. C'est un petit peu comme si on prend votre voiture, le garagiste regarde, il voit que vos plaquettes de frein sont super usées, mais elles tiennent toujours. Bon, elles tiennent toujours. Et on va attendre qu'elles lâchent. Non, il faut les changer, il faut s'en occuper. Et ça, au niveau médical, on n'a pas encore passé cette limite. Alors, c'est vraiment une question de formation. Les choses changent. Moi, j'interviens dans différents enseignements en postdoc, c'est-à-dire pour des gens qui ont déjà leur doctorat en médecine et qui font des formations qui vont plus loin. Et on essaye de familiariser les jeunes médecins à des notions dites de physiologie. Parce que la physiologie est passionnante. Pourquoi ? Parce que c'est le fonctionnement normal du corps humain. Et donc, il faut optimiser ce fonctionnement.
Et plus on l'optimise, plus on en tient compte, et bien plus on va mettre de chance de son côté de ne pas tomber malade. Et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Travaillons pour notre santé. Vous disiez tout à l'heure, vous parliez d'âge physiologique. En fait, dans le livre, vous faites référence au fait qu'on a 3 âges. On pourrait quasiment dire qu'on en a 4, il me semble. C'est évidemment l'âge chronologique, donc notre âge. Voilà, j'ai 47 ans, c'est mon âge. On a un âge physiologique, on a un âge ressenti, on a l'âge du cerveau aussi, parce que vous dites dans le livre qu'on a toujours l'impression d'avoir 20 ans. Donc ça en fait 4. Et après, on pourrait, je ne sais pas si l'apparence, et je pense en particulier à la chirurgie esthétique, qui peut être un mauvais ami d'ailleurs de la longévité, parce qu'on a l'impression d'être du coup jeune, on peut aussi avoir des bons gènes, et finalement, Alors, moi je trouve que c'est quelque chose de très très fondamental. Il faut que vous sachiez que, c'est vrai, aujourd'hui, on ne traite les individus que par rapport à leur âge chronologique. Mais à quoi ça sert, l'âge chronologique ? Ça sert à 18 ans et maintenant 17 de vous permettre de passer votre permis de conduire. Ça vous sert à déterminer un âge pour partir à la retraite. Mais par rapport à votre santé, à votre état, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est une des choses d'ailleurs qui m'a amené à m'intéresser à ces problèmes de sénescence, de vieillissement, c'est de constater la différence qui pouvait exister entre des individus. Vous avez des gens de 70 ans qui sont encore jeunes et des gens de 50 ans qui sont déjà vieux. Et vous voyez que dans chaque tranche d'âge, mais il y a des différences mais considérables. Et les gens se retrouvent d'ailleurs, pas tellement par rapport à leur âge, mais par rapport à leur état fonctionnel. Hein, quand on n'est plus capable de faire un parcours de golf en entier, ben on se retrouve avec des gens qui font qu'un demi-parcours, qu'un 9 trous. Et à ce moment-là, on se dit « ouais, on est super bon parce qu'on est comme les autres ». Mais on ne joue plus avec des gens qui font le 18 trous parce que ça les embête de vous traîner et vous, ça vous embête de les embêter à vous, pour vous traîner. Donc ça, c'est l'âge chronologique. Ensuite, évidemment, ben nous, on s'intéresse à l'âge physiologique réel. Et là, ça veut dire, c'est quoi un âge physiologique ou fonctionnel ? Ça veut dire qu'on va étudier chaque système de votre corps et lui donner un âge fonctionnel. Par exemple, si on regarde vos artères, alors les artères, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit on a l'âge de ses artères. Et c'est juste. La caractéristique physiologique d'une artère, c'est sa souplesse. Une artère jeune est souple. Et ensuite, tout au long de la vie, l'artère va se rigidifier. Ce n'est pas un problème d'obstruction, c'est un problème de paroi. C'est la paroi qui devient rigide. Et à ce moment-là, ça va être fonction de vos gènes, de votre mode de vie, de votre environnement. Il y a plein d'éléments de ce type-là qui vont jouer. Et nous, on peut la mesurer, cette rigidité. Et on va savoir si, par exemple, à 50 ans, vous avez une rigidité d'un homme de 50 ans, ou d'un homme de 45 ans, ou d'un homme de 65 ans. Et ce qui est important, c'est que si vous avez une rigidité d'un homme de 65 ans, ça veut dire que vous portez le risque d'un homme de 65 ans. C'est ça qui est vraiment quelque chose de très important. Et donc, l'autre avantage de l'âge physiologique, c'est qu'il peut évoluer dans les deux sens. Un âge chronologique... Oui, il va que dans un sens. Ouais, que dans un sens. Chaque année, vous prenez un an. Un âge physiologique peut s'améliorer. C'est-à-dire que si vous prenez les bonnes décisions avec quelqu'un qui vous suit, c'est-à-dire que ça ne se fait pas comme ça dans son coin, je veux dire, il faut avoir une aide technique, et bien à ce moment-là, on va se rendre compte que si vous êtes bon, et bien votre âge artériel va diminuer. Et si à 50 ans, il était de 65 ans, eh bien, 1 an, 2 ans plus tard, vous aurez 51 ans ou 52 ans, mais votre âge physiologique, descendra peut-être à 60 ou 55. Et c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire que la mesure de l'âge physiologique permet en fait de valider une procédure de prise en charge
pour vous, en tant qu'individu. Alors souvent, j'ai des gens qui me disent « Oui, mais docteur, dites-moi, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois faire ça ?» Mais c'est compliqué, parce qu'un être humain est compliqué. Tous les êtres humains sont différents. Ce qui vous convient à vous ne conviendra pas du tout à quelqu'un d'autre. Et ce qui vous convient aujourd'hui, à vous aujourd'hui à 50 ans, c'est peut-être plus valable à 55, etc. Donc, cette espèce de, j'allais dire, de presque naïveté qu'ont les gens à chercher des solutions de l'ordre du magique. On le voit dans les revues grand public où ils disent « Ah ben après Noël, il y a la cure détox, il y a le machin, ça va vous faire gagner du temps, c'est la pilule de jouvence, c'est le machin de bidule. » Le dry January. Voilà. Mais tout ça, c'est des bêtises. Il faut que vous en soyez conscient. C'est des bêtises. Mais si vous faites bien les choses, si vous êtes bien entouré, ben oui, on a des résultats. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ensuite, il y a l'âge ressenti. Alors l'âge ressenti, évidemment, il est extrêmement traître, parce que c'est vrai que notre cerveau, en fait, nous trompe et nous donne l'impression qu'on a toujours 20 ans. Parce que les 20 ans du cerveau, c'est en relation avec l'âge ressenti, en fait. Okay. Vous êtes là, vous dites « Ok, ben, finalement, là, vous êtes sur un fauteuil en face de moi, ben, vous dites ben, « Tout va bien, j'ai pas de douleur, je suis pas essoufflé, ce qu'il me raconte m'intéresse, ça me donne des idées, donc j'ai plein de projets, ben, je suis comme à 20 ans. » En fait, c'est mieux que 20 ans presque, parce qu'en plus, vous avez l'expérience. C'est ça. Hein, donc, parce que 20 ans, c'est bien fonctionnellement, mais cérébralement, c'est autre chose, parce qu'on est très naïf à 20 ans. Donc, c'est traître. C'est traître parce que à 50 ans, par exemple, on se dit qu'on a, allez, pas forcément 20 ans, enfin 20 ans dans sa tête, mais qu'on a 40 ans d'âge ressenti, mais en fait, physiologiquement, vous êtes peut-être à 60. Et donc, croire qu'on est en pleine forme, parce qu'on fait une fois par an du ski, et qu'on est capable de descendre une piste, c'est une totale illusion. Totale illusion. Donc, l'âge ressenti nous trompe réellement. Ensuite, il y a l'esthétique. Alors l'esthétique, moi j'ai rien contre l'esthétique. Moi je suis pas un homme de l'esthétique. Hein. Moi je suis un physiologiste, un médecin physiologiste qui travaille sur la prise en charge de la sénescence humaine. Mais c'est clair que si on gère l'intérieur du corps, on a aussi une peau qui a un bien plus bel aspect, les rides qui s'atténuent, les taches qui disparaissent, etc. Donc, travailler sur l'intérieur est important et très, je dirais, synergique avec tout ce qui peut être fait en médecine esthétique ou en chirurgie esthétique. Mais, là aussi, quand vous faites par exemple de la chirurgie ou quand vous faites un petit peu de botox ou quand vous faites de l'acide hyaluronique, vous avez votre visage qui s'améliore, vous vous dites tiens, ben, je rajeunis. Pas besoin de travailler dessus du coup. Voilà, donc c'est vachement bien, c'est pas besoin de faire des efforts quotidiens, c'est facile, il y a des fois une semaine, enfin quelques heures ou quelques jours en fonction du type de procédure, d'éviction sociale, mais au final, c'est bien. Mais non, en fait, c'est comme si vous prenez une vieille voiture complètement déglinguée et vous la repeignez. Alors oui, d'aspect, elle est magnifique, mais il ne faut pas la mettre en marche, d'accord ? Parce qu'à ce moment-là, ça va être terrible. Donc, le problème, c'est que nous, on voit des gens qui nous disent « Ok, je fais de l'esthétique parce que j'ai un métier où il faut que je fasse jeune, il faut que je fasse dynamique, etc. Et que voilà. Mais je viens vous voir parce qu'il faut que ça suive derrière, quoi. Il faut qu'effectivement, je sois fonctionnellement en bien meilleur état et je me sens bien qu'à 50 ans, c'est pas du tout comme à 40. Les gens qui vous disent à 50 ans, c'est comme à 40, ils sont soit dans le déni, soit dans l'illusion. Je veux dire, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein, et ça se mesure très bien. Alors à 60 par rapport à 50, vous imaginez, c'est 70 par rapport à 60 ou par rapport à 50, c'est la bérésina. Mais ça ne nous empêche pas d'être heureux.
Ça ne nous empêche pas de partir en vacances, ça ne nous empêche pas d'avoir des projets. Mais on a cette espèce de limite qui doucement diminue. Et ces réserves que nous avons et qui sont maximum à 20 ans, eh bien, ces réserves font que, avec leur diminution, font qu'on se rapproche de la maladie. Et quand la maladie survient, elle accélère la sénescence. À quel âge on devrait s'intéresser à la longévité ? À cette médecine, parce que vous parlez de médecine régénérative, donc on va parler de médecine régénérative. On ne parle pas encore de médecine régénérative. La médecine, c'est en fait, c'est compliqué. La médecine régénérative fait partie des sciences de la longévité et de la médecine de la longévité. Aujourd'hui, on est capable de bloquer ou de ralentir un certain nombre de phénomènes de la sénescence. C'est-à-dire la sénescence, c'est ce qui nous dégrade. On peut améliorer un certain nombre de choses. Par exemple, la rigidité artérielle, on peut la faire régresser. Ça marche très bien. Et faire régresser la rigidité artérielle, ça veut dire retarder l'émergence des maladies cardiovasculaires. Hein. C'est pas rien. Donc, ça, c'est possible. Demain, il y aura un autre stade où on passera à la médecine régénérative. Ça veut dire qu'on n'arrête plus, on ne ralentit plus, mais on répare carrément. Il y a par exemple des choses comme ça qu'on peut faire sur la peau, des greffes de peau, des choses tout à fait étonnantes. Et c'est vrai que c'est l'enjeu des années à venir. Alors, on commence à flirter avec ça, parce que quand on rallonge des télomères cellulaires, eh bien, on favorise le bon fonctionnement cellulaire, et si la cellule fonctionne mieux, eh bien à ce moment-là, c'est un élément positif pour l'organisme. Les télomères, pour vos auditeurs, ce sont des petites parties, des petites capsules qui sont au bout des chromosomes. On a nos chromosomes, et au bout de chaque chromosome, on a une petite capsule protectrice, et cette petite capsule protectrice, à chaque fois que la cellule se divise, eh bien, elle se réduit, mais elle n'est pas complètement réparée, elle se réduit. Et quand il n'y a plus de télomères, eh bien, à ce moment-là, c'est le patrimoine génétique de la cellule lui-même qui disparaît. Et à ce moment-là, du coup, ça ne va pas dans la cellule. Et elle s'en rend compte. Il y a des systèmes d'auto-vérification et elle se dit « oulala, je commence à dérailler ». Et donc là, la cellule a deux solutions. Soit elle se suicide, c'est ce qu'on appelle, nous, techniquement, une apoptose. Elle se dit « ok, je suis plus bon pour le service, je ferme le rideau ». Toc, je disparais. Et il y a des systèmes de lyse cellulaire qui se mettent en place. Et la deuxième possibilité, c'est qu'elle se transforme, c'est-à-dire qu'elle devienne un cancer. Donc, l'idée, c'est de garder les télomères le plus long possible. Et là aussi, on a des moyens pour ralentir cette diminution de longueur des télomères, voire pour les réallonger. Donc ça, c'est déjà une première partie de médecine régénérative, mais cellulaire, pas organique, cellulaire. Ensuite, on peut également travailler sur l'énergie dans les cellules. Les cellules ont besoin d'énergie pour bien fonctionner, pour faire des protéines, des hormones, etc., etc. Et l'énergie va dépendre d'un élément cellulaire important qui est la mitochondrie. Ce sont nos petites centrales électriques dans chaque cellule. Et on sait qu'il y a des substances qui diminuent avec le vieillissement et qui font que notre énergie va être de plus en plus complexe à fabriquer dans nos cellules. Donc, on va moins bien fonctionner, on va avoir plus de difficultés à nous débarrasser des déchets cellulaires, on sera moins efficace pour fabriquer telle ou telle protéine ou enzyme ou hormone. Et donc ça va retentir sur l'ensemble du fonctionnement cellulaire et ensuite de l'organe et ensuite de l'ensemble de l'organisme. Donc on est capable aujourd'hui de cerner de plus en plus clairement les différents mécanismes de la sénescence et d'agir point par point. Mais comme vous voyez, c'est très technique, hein, c'est très technique. Alors, moi, ce qui m'amuse toujours beaucoup, c'est de voir
ça m'amuse, je m'excuse de le dire comme ça, mais c'est de voir les gens qui s'automédiquent, qui vont sur Internet et qui lisent que ça c'est bien, ou qu'une copine ou un copain leur a dit prends ça, ça va te vitaliser, et ils se lancent dans des traitements sans queue ni tête, qui leur coûtent des fortunes. Mais non, c'est compliqué un être humain. Il faut l'évaluer. C'est un petit peu comme... Regardez, vous par exemple, vous pouvez avoir, vous ou moi, n'importe qui nous écoute, peut acheter dans son magasin de bricolage favori tout ce qu'il faut pour faire un Airbus A380. Il y a les boulons, les tournevis, les câbles, tout. Vous pouvez tout. Mais est-ce que vous vous sentez capable, vous, de le faire ? Mais non, mais c'est... Et un Airbus A380, qui sont de merveilleux oiseaux. C'est fabuleux, ces machines. Ben, personne n'aurait l'idée de se dire, tiens, moi, je vais en construire un dans mon jardin. Et c'est 1000 fois moins compliqué qu'un corps humain. Et pour les corps humains, ils sont prêts à se lancer. C'est dingue. Il y a une question que je me posais, et que je vais vous poser sur l'alcool. Je porte un... J'ai vu. Je porte un petit bracelet qui mesure tout un nombre de data, en particulier la fréquence de la variabilité cardiaque, qui me semble être un chiffre important par rapport au rythme cardiaque. Moi, il se trouve que j'ai je crois, un très bon cœur, parce que ma fréquence cardiaque au repos, elle est à moins de 40, donc elle est pas si mauvaise. Et en fait, moi qui bois très peu, j'ai remarqué que quand je bois un verre de vin rouge, donc pas 50, hein, juste un verre, ma variabilité de fréquence cardiaque, elle chute, ce qui fait que ça a un impact sur la capacité de mon corps à récupérer. Et en fait, puisque c'est le dry January ce mois-ci, on a aussi une très mauvaise compréhension, d'abord de la consommation d'alcool qu'on peut avoir, mais aussi de l'impact que l'alcool peut avoir sur son corps. Est-ce qu'on peut en parler 2 minutes ? Moi, c'est un sujet que j'adore parce que c'est le paradoxe français. Vous savez, cette notion de dire que boire du vin est bon pour la santé. Non, mais vous sauriez, mais il n'y a qu'en France qu'on trouve cette notion. Et dans le monde entier sourit en disant « Ah, mais ça, c'est le paradoxe français ». C'est curieux, hein ? Bon, en réalité, il y a des toxiques pour le corps. Le tabac est un toxique. La drogue est un toxique. Eh bien, c'est un peu pareil pour l'alcool. L'alcool est un toxique. Est un toxique à 2 niveaux. D'abord parce que l'alcool en lui-même est toxique pour le foie, est toxique pour le cerveau. Et en plus, ça vous apporte énormément de sucre. Et le sucre est globalement mauvais pour le corps. Et ça conduit à un des mécanismes importants de la sénescence, sur lequel on peut tous jouer facilement. Enfin, facilement, oui et non. Parce que je dis non parce que ça demande beaucoup de volonté. Donc, c'est vraiment quelque chose, l'alcool sous toutes ses formes est quelque chose qui est délétère pour l'organisme. Ça, c'est dit, c'est fait, c'est prouvé, c'est clair, Mais l'alcool est festif. Et puis il y a le plaisir, voilà. Ça décompresse. Ça décompresse, oui, mais alors, c'est intéressant parce que ça devient une problématique de société. Parce qu'on vit dans des sociétés qui nous stressent. Et comme elles nous stressent, en fin de journée, on a envie de se déstresser. Alors on peut se déstresser en allant mettre une tenue de sport et en allant courir 1 heure. Ça déstresse très bien. Et puis, on peut déstresser en se prenant un verre de vin, un verre de whisky, ce que vous voulez. Mais ce n'est pas un plaisir en soi, c'est une réponse au stress que nous avons et que nous camouflons par le plaisir, par la détente. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui me disent « Ah, mais oui, mais moi, je bois mon verre de vin, c'est bon pour la santé. » Je dis « Cherchez pas d'excuses. Ça vous fait plaisir, ça vous détend, c'est... Bon, appréciez-le. Mais ne cherchez pas l'excuse de la santé. Ça, c'est pas vrai. C'est comme fumer une cigarette.
Mais là, on a une autre vision parce que les cigarettes, c'est très américain, c'est le cow-boy, donc on lutte contre tout ça. Mais le vin, l'alcool, c'est très français, italien, européen, donc c'est beaucoup plus lié à notre culture, hein, et à ce côté festif. On peut très bien s'amuser comme des petits fous sans s'envoyer 12 bouteilles de bière, etc. Hein. Ce que je trouve étonnant, c'est que, ce que je vous disais, c'est que moi je bois très peu, donc voilà, mais sur mon corps en tout cas, c'est un verre. On parle même pas d'en boire deux. C'est-à-dire un verre, chez moi en tout cas, ça a un impact. Et peut-être vous pourriez préciser ce que c'est que la variabilité de la fréquence cardiaque et pourquoi c'est un chiffre important, mais ça joue en tout cas. Bien sûr, mais vous n'avez jamais bu beaucoup d'alcool, jamais. D'accord ? Donc, mais on observe qu'en vieillissant, les gens sont de moins en moins résistants à l'alcool. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui avaient l'habitude, quand ils avaient 20 ans, 30 ans, de boire, sans que ce soit délirant, mais de boire à des soirées, etc. Ça, moi, je ne l'ai fait pas encore. Voilà. Et en vieillissant, ils se rendent compte que ça devient compliqué pour eux parce qu'ils dorment mal. Ils se réveillent dans une espèce de brouillard, ils ont mal à la tête toute la journée, et ils se rendent compte que leur corps n'arrive plus à gérer cet alcool. Oui, mais la capacité hépatique du foie, hépatique c'est le foie, donc c'est un pléonasme de dire ça comme ça, mais la capacité de détoxification du foie, elle diminue avec le vieillissement. Et donc ce qu'il était capable d'absorber à 20 ans, c'est moins à 30, c'est moins à 40, etc. Et si vous avez démarré de très bas, du coup, un seul verre vous est compliqué. Mais cela dit, alors, ce que je trouve intéressant dans mon cas là, l'idée c'est pas de faire une comment on appelle ça, une prescription sur moi en particulier, mais moi je ressens pas physiquement le problème. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas l'impression d'être fatigué, j'ai pas l'impression que mon cœur ait un problème ou quoi que ce soit. Ce que j'observe, par contre, avec ce bracelet, c'est que par contre, ça a un impact sur ma santé. C'est-à-dire qu'en fait, je vois bien à travers le bracelet qu'il y a un impact sur mon cœur ou sur voilà. Mais en tout cas, moi, physiologiquement au quotidien, je vois pas le truc, hein. Non, mais parce que ressentir une variabilité ou des différences de variabilité de votre fréquence cardiaque, c'est compliqué au niveau fonctionnel. Donc, normalement, c'est un signe, ce que vous me décrivez avec la fréquence cardiaque, qui est, objectivé. Pourquoi ? Parce que vous avez une machine qui vous permet de l'objectiver. Mais si vous n'aviez pas cette machine, vous ne vous en rendriez pas compte, sauf peut-être dans 5 ans ou 10 ans, parce que là, vous seriez moins bien. Complètement. D'accord ? Donc, c'est ça en fait, vous illustrez parfaitement ce que je vous dis depuis le début. C'est-à-dire qu'il peut y avoir le ressenti clinique, physique, mais en réalité, si on mesure les paramètres de notre organisme, on se rend compte que l'on n'est plus capable de faire les mêmes choses, que notre organisme y réagit différemment à 20, 30, 40 ou 50 ans. Et là, justement, on est en train de mettre en place, avec des partenaires de la faculté, une étude pour justement préciser un certain nombre de points importants qui vont ressortir sur des grandes populations en termes d'âge physiologique. Donc, et on recherche des sponsors pour ça. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui seraient intéressés de participer à ce travail, ça serait non pas en tant que testeur, parce que on va commencer par un groupe de 20 ans, mais pour financer effectivement ce travail qui est un travail important. Bon, donc vous voyez bien, notre organisme se dégrade, on peut le mesurer. À un moment donné, ça va devenir tellement évident que vous allez le ressentir cliniquement. Et à ce moment-là, un peu plus tard, vous rentrerez dans la maladie. J'ai entendu un médecin américain qui disait l'alcool, alors il parlait du microbiote. En fait, quand vous nettoyez une table, vous prenez de l'alcool et vous voyez quel est l'effet de l'alcool sur une table, vous pouvez nettoyer. Voilà. Et sur le microbiote, quand vous buvez de l'alcool, globalement, vous faites la même chose, c'est-à-dire que vous êtes en train de tuer toutes les bactéries qui sont dans votre estomac, et ça a aussi des impacts très forts.
Alors, c'est la première fois que moi j'entends cette analogie, mais elle est intéressante, c'est vrai, elle parle. Maintenant, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que quand vous buvez du vin ou de l'alcool, il arrive dans un estomac qui est acide, qui va entraîner un certain nombre de modifications moléculaires. Ensuite, ça passe dans le tube digestif. Là encore, il y a d'autres modifications. Ce qui se passe dans l'intestin, et l'intestin au sens large, c'est-à-dire ça commence dans la bouche, ça descend l'œsophage, c'est l'intestin, c'est l'estomac, le duodénum, ensuite l'intestin grêle et pour finir le côlon. Donc il y a plein de réactions de dégradation qui existent et au bout on voit plus les molécules d'alcool. Hein. C'est pas comme si on vous mettait directement et on frottait l'intérieur de votre estomac avec une éponge imbibée d'alcool. Mais c'est une autre façon de dire que de toute façon ça peut pas être bon. Hein. Moi je le dirais comme ça. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans cette approche aussi. C'est que souvent on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul élément. C'est-à-dire que vous pensez par exemple au tabac, vous pensez aux poumons. Mais le tabac a plein de répercussions cardiovasculaires. Et qui dit répercussions cardiovasculaires dit répercussions cérébrales. Pareil pour donc l'alcool. Il y a l'aspect toxique pur, il y a l'aspect sucre. Donc ça veut dire répercussion sur le foie, ça veut dire toxique, foie, cerveau. Et ensuite, si on voit, on considère le sucre, ça a des répercussions sur l'ensemble de votre corps. Cerveau à nouveau, les yeux, la rétine, la peau, tout ce qui est circulation sous-cutanée. Vous avez ensuite les répercussions qui vont jouer sur les artères, les coronaires. Ensuite, vous avez sur vos reins, sur vos nerfs, etc. Donc, c'est jamais une chose et c'est toujours une quantité d'effets plus ou moins marqués et plus ou moins marqués en fonction de l'individu. C'est-à-dire, chez vous, ça va peut-être plus jouer sur vos vaisseaux, chez d'autres, ça va peut-être plus jouer sur le pancréas, etc. Donc, à chaque fois qu'on parle santé, les gens essayent toujours de résumer cette santé à de gros trucs. Simples. Manger sainement. Ça ne veut pas dire, ou 5 fruits et légumes. Ayez une activité physique. Il paraît, là, j'écoutais la radio ce matin, il paraît que le président de la République a dit ce matin qu'il fallait faire une demi-heure de sport pour tout le monde. Bon, c'est bien, c'est bien. Mais il faut ensuite que chaque personne s'approprie ces mesures et sache que ce n'est pas suffisant. C'est vraiment le B à bas. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que dans une demi-heure de sport par jour ? Pardon ? Une demi-heure de sport par jour, c'est pas suffisant ? Non, les règles hygiéno-diététiques, comme on les appelle dans notre jargon médical, on parle d'hygiéno-diététique, c'est-à-dire tout ce qui est nutritionnel et tout ce qui est exercice physique, c'est bien, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Prenez un exemple. Si vous prenez, par exemple, moi ça m'a amusé parce que en observant des jeunes de 20 ans, qui ont le même mode de vie, exactement le même mode de vie, c'est-à-dire qu'ils vont manger souvent de la junk food dans un fast-food, ils ne font pas d'exercice physique, ils sont des passionnés des jeux vidéo, donc ils ont des articulations des doigts, mais vraiment très rapides, et il y en a un qui, au bout de 6 mois, 1 an, va devenir complètement obèse, et l'autre va rester tout fin. C'est une sacrée différence. Vous avez des gens ensuite, et alors, là, évidemment, pourquoi ? Parce que le métabolisme n'est pas le même. Et donc, c'est le métabolisme qu'il faut viser. C'est pas le reste. Et vous avez des gens qui ont effectivement une surcharge pondérale, qui se démènent en faisant du sport, qui essayent de manger le mieux possible et qui ne perdent pas de poids. Et qui n'ont pas de maladie par ailleurs, hein, pas de maladie. Donc vraiment, on voit que c'est pas si simple que ça. Néanmoins, si vous faites attention à ce que vous mangez raisonnablement,
et que vous avez une activité physique régulière, eh bien à ce moment-là, vous mettez les chances de votre côté. Mais sachez qu'aujourd'hui, en 2024, eh bien, on peut faire énormément d'autres choses pour vous maintenir en santé en utilisant justement tous les moyens que nous avons pour mesurer vos différents âges physiologiques. Alors je dis différents âges physiologiques parce que l'âge de vos artères n'est pas forcément l'âge de vos os, qui n'est pas forcément l'âge de votre cerveau. En fait, on est une mosaïque et on mesure tout ça et c'est comme ça qu'on détermine où sont les faiblesses et là où il faut agir en priorité. D'ailleurs, dans le livre, vous faites référence à un petit exercice que tout le monde peut faire là en nous écoutant, peut-être pas en nous écoutant d'ailleurs, mais qui concerne l'oreille interne. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Donc l'idée, c'est de se mettre en équilibre sur un pied, c'est ça, en ayant les yeux fermés? Alors, l'équilibre, aujourd'hui, quand vous marchez, quand vous restez debout dans une file d'attente, ou etc., vous êtes en équilibre, hein, et vous n'y pensez pas. C'est quelque chose d'automatique. Et en fait, l'information qui vous permet de rester en équilibre vient des yeux. Vos yeux vous informent sur votre environnement et si vous commencez à pencher d'un côté, vous allez tout de suite le voir. C'est les yeux qui vont vous apporter l'information que, effectivement, vous passez vers l'avant, vers l'arrière, etc. Mais en fait, il y a un deuxième système que l'on utilise de moins en moins en vieillissant, c'est l'oreille interne. Et tout ce qui va, c'est ce que moi j'appelle l'option B, c'est tout ce qu'on va utiliser lorsqu'on ferme les yeux. C'est-à-dire quand vous fermez vos yeux, vous privez de l'information visuelle et du coup le corps, il est obligé de se mettre sur les systèmes de secours que j'appelle donc l'option B. C'est-à-dire qu'on va regarder au niveau de l'oreille interne où il y a les centres de l'équilibre. On va également regarder, le cerveau va recevoir des informations qui viennent des muscles, qui viennent des articulations, etc. et qui vont vous permettre effectivement d'apprécier votre situation dans l'espace. Sauf que ce système s'atrophie de plus en plus en vieillissant et que parfois on n'est pas bien. Alors c'est intéressant quand on fait l'exercice. Alors l'exercice que vous évoquez consiste à se mettre dans une situation où vous avez des appuis très proches de vous. Parce que si vous êtes déséquilibré, il faut pouvoir vous rattraper pour ne pas tomber. Hein. Le but n'est pas de vous fracturer quelque chose ou de vous faire mal. Donc, vous vous mettez quelque part où il y a des appuis solides qui ne risquent pas de disparaître. Et à ce moment-là, vous vous mettez sur une jambe pour sensibiliser l'exercice. Vous pouvez rester à pieds joints, les deux, voir déjà comment vous réagissez. Et vous fermez vos yeux et vous regardez combien de temps vous restez. Ensuite, vous pouvez sensibiliser l'exercice en vous mettant sur une jambe. Et là, vous allez voir si vous tenez 5 secondes, 10 secondes, 20 secondes. Il y a beaucoup de gens qui ne tiennent que 5 secondes, même pas. Moi, je tiens très peu, j'ai fait l'exercice. C'est vrai? Vous tenez combien? Allez, dites-nous-le. Peut-être 5 secondes. 5 secondes, voilà. 5-10 secondes, ouais, max. Bon, ça ne veut pas dire que vous êtes bon à jeter. Hein. Merci. Ça veut simplement dire que ce système chez vous s'atrophie doucement. Et donc, pour lui rendre une certaine fonctionnalité, faut l'entraîner. Et ça, le corps humain est une merveille d'adaptabilité. Et donc, à ce moment-là, vous vous mettez en position et vous tenez. Mais vous faites ça tous les matins, ce n'est pas une fois par mois. Une fois par mois, ça ne sert à rien. C'est tous les matins. Tout ce qui concerne notre santé, il faut le conjuguer comme une brosse à dents, c'est-à-dire matin et soir au minimum. Vous ne posez pas les questions. Le matin, vous brossez les dents. Le soir, vous brossez les dents. Pareil, vous devez faire des exercices. Et vous allez vous rendre compte qu'en 30 jours, 45 jours, vous allez passer de 5 secondes à 10 secondes, à 15 secondes. Et puis, à un moment, ça vous embêtera parce que vous pourrez rester vraiment en équilibre. Alors, du coup, il faudra vous pouvez encore sensibiliser l'exercice. C'est-à-dire, en même temps, vous brossez les dents. D'accord? Donc, ça implique encore une difficulté. Mais grâce à la plasticité neuronale, vous pouvez y arriver. Je vais vous parler du sport.
Moi, donc c'est une pratique que j'ai souvent. Le sport, j'en fais beaucoup, enfin régulièrement en tout cas. Mais j'en fais surtout beaucoup plus depuis qu'un ami m'a dit si t'as pas 1 heure à consacrer à ton corps par jour, c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris sur ton corps. C'est-à-dire que, et moi je faisais du sport peut-être 3 fois par semaine, ce que je trouvais déjà assez honorable en réalité. Donc il y a ça, et il y a une autre chose que j'ai entendue sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'est que d'abord, bon, donc le sport du dimanche, c'est pas idéal, mais aussi, il faut pas faire toujours le même genre de sport. C'est-à-dire que vous parliez comment on appelle ça, du système, c'est-à-dire comment on perd des calories, etc. Et ça concerne les muscles, donc faire de la musculation d'une manière ou d'une autre, aussi pour les femmes, parce qu'on perd des muscles. Mais c'est aussi faire des sports différents. Ça peut être du yoga, du vélo, enfin travailler le cardio, travailler les muscles, etc., etc. Parce que si on fait toujours le même sport, quel qu'il soit, en fait, on ne traite qu'une seule partie du problème, entre guillemets. Donc il y a d'abord sur la fréquence et sur les typologies de sport qui m'intéressent. Vous parliez du golf, et dans le bouquin, vous dites que faire du golf, c'est pas vraiment faire du sport non plus. Alors, réglons tout de suite le problème du golf. Si vous faites du golf à très haut niveau, en compétition, vous avez une hygiène de vie qui va avec tout ça et qui fait que ça devient quelque chose de très intéressant. Si vous faites un parcours 1 fois par semaine, tranquillement, au printemps et un petit peu l'été, je veux dire, honnêtement, c'est agréable, c'est super, il faut continuer à le faire, hein, vraiment continuer à le faire, parce que vous êtes heureux. Et c'est important d'être heureux. Mais, non, mais c'est vrai, c'est important. Oui, hein. Surtout dans une société où beaucoup d'indicateurs disent que les gens ne sont pas heureux. Bon. Mais c'est pas suffisant pour avoir une fonction physique optimale. Et c'est vrai que la principale difficulté aujourd'hui, je parle pas des gens qui aiment le sport. Les gens qui aiment le sport, c'est plus facile. Mais beaucoup de gens n'aiment pas le sport. Mais on aime en faisant, hein, en réalité. Mais pour en faire, il faut commencer. Et pour commencer, c'est plus simple si on aime que si on n'aime pas. Oui. La deuxième chose, c'est le temps à y consacrer. 1 heure par jour, c'est très bien. Mais aujourd'hui, vous avez vu, on recommande 1/2 heure 3 fois par semaine. Pourquoi on recommande 1/2 heure 3 fois par semaine ? C'est parce que c'est plus accessible qu'1 heure tous les jours. C'est tout. Donc on se dit, on ne va pas dire aux gens qu'il faut faire 1 heure tous les jours, parce que sinon personne ne fera, personne ne commencera. Tandis qu'1/2 heure 3 fois par semaine, c'est plus sympa. Donc on se dit, ils vont commencer à se mettre à l'ouvrage, et peut-être pour un certain nombre, ils vont aimer ça, et donc vont dépasser ça. Mais le vrai problème aujourd'hui, c'est le temps. Parce que si vous voulez faire ne serait-ce qu'1/2 heure de natation, il faut aller à la piscine, il faut se changer, il faut nager, il faut se doucher, il faut se rechanger, il faut rentrer chez soi. C'est jamais 1 heure. Vous êtes au minimum à 3 heures. Peut-être pas 3 heures. Moi, je nage 3 fois par semaine. Oui, ça prend un peu de temps, mais... Ça prend du temps. Mais cela dit, nager 45 minutes, c'est déjà bien engageant, on va dire. C'est bien engageant. Alors ensuite, nager comment ? Parce que c'est tout le problème. Moi, je suis dans une salle de sport où j'adore regarder les gens. Alors, ils sont là, il y a des groupes, ils se connaissent, c'est sympa, c'est convivial. Donc, ils parlent de leur week-end, et puis ensuite, tiens, tu essayes de faire ta série. Oui, vas-y, fais ta série. Alors, il y en a un qui fait une série, les 2 autres regardent. Et puis, ils ne cherchent pas à aller plus loin. Il y a des séries confort, des mouvements confort, des charges confort. Moi, c'est sûr que si je me mets 20 kilos sur certains mouvements, c'est vachement facile, mais ça ne m'apporte rien. Il faut savoir souffrir un petit peu, savoir développer sa volonté pour pouvoir avancer. Et donc, je vois énormément de gens qui font déjà l'effort d'être en salle de sport, et je me dis, moi, souvent, que ce n'est pas pour le sport, c'est pour les copains. Bon, là aussi, c'est le plaisir, c'est sympa. Mais c'est pas optimal. La natation, moi, j'adore la natation, j'en ai fait
jusqu'à un moment où j'ai nagé à côté d'un club de sport. Je veux dire, il faisait 150 mètres quand j'en faisais 50, quoi. Donc, j'étais moralement très atteint après ça. Donc, moi, j'ai un bon niveau de natation, alors du coup... Non, mais... moi, ça m'a vexé. D'abord, j'étais dans l'incompréhension, ensuite j'étais dans la révolte, et ensuite j'étais dans le déni. Donc j'ai dit, oui, moi aussi, hein, je suis un être humain. Hein. Et je me suis dit, je change de sport. Alors j'y suis revenu. J'y suis revenu parce que ma fille nage en club, et je me suis dit, bon, il faut que je montre à ma fille que je suis capable de faire des longueurs. De faire des longueurs, et même si elle est meilleure que moi à 13 ans... Papa n'est pas ridicule. Bon, je fais 2 km de crawl en 1 heure. C'est bien. Hein, donc, c'est pas du tout ridicule. Hein. Non, mais là, non, parce que j'ai bossé. Ah oui. J'ai bossé. Et donc, du coup, maintenant, mon stade, c'est ça. Mais l'intéressant dans la natation, c'est que vous faites travailler beaucoup de choses. Et quand vous commencez, que vous mettez là ces espèces de trucs sur les mains, enfin, avec des palmes, vous faites des vrais efforts. Et donc là, ça développe la musculature, vraiment. Si vous êtes là vaguement à flotter avec une bouée... À faire de la brasse. Bah oui, tranquille. mais attendez, là aussi, il y a des lignes dans mon club où les gens flottent. Oui. Mais c'est bien, ils sont contents. Mais ils ne font pas de sport, ils sont contents. Donc c'est ça la différence. Hein. Alors, sur les sports longévité, si vous voulez, il y a les sports amusement, jouer au tennis, faire des choses au foot, etc. Bah, ça vous plaît, vous jouez, vous avez des challenges, etc. Mais ça ne permet pas de développer le cardio de façon optimum, et ça ne permet pas de développer la musculature d'un point de vue optimum. Et la musculature est importante. Pourquoi ? Parce que le muscle n'est pas un simple vecteur comment dire, mécanique. C'est pas simplement pour faire un mouvement. Le muscle permet aussi de consommer des sucres. Le muscle est une réserve protéique dans l'organisme. Le muscle a aussi un rôle endocrinien. Donc, le muscle est important pour la santé. Et en vieillissant, notre masse musculaire diminue de plus en plus. À partir de quel âge ça diminue ? Ah, ça diminue très tôt. Ça diminue très tôt, ça diminue à partir de 20 ans. Très doucement, en fonction de votre activité, et autour des 40-50 ans, on diminue beaucoup. Hein. Et on arrive à un paramètre qui s'appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est l'insuffisance en muscles, qui colle toujours très bien avec l'ostéoporose, qui est la baisse de la densité osseuse. Hein, ils sont assez bien reliés, on l'a publié. Et qu'est-ce qui se passe ? Alors pourquoi d'ailleurs ? C'est la question que vous alliez me poser, j'en suis certain. Pourquoi on perd du muscle ? On perd du muscle pour plusieurs raisons. La raison la plus évidente, c'est qu'on est moins actif. C'est-à-dire que c'est la sédentarité. Et la sédentarité, elle est couverte par beaucoup de gens par une pseudo-activité qui n'en est pas une, en réalité. Il faut le savoir aussi. Parce que se prendre en charge, ça veut aussi dire se regarder dans la glace sans complaisance. Ouais, tu fais rien, mon gars. Tu fais rien. Donc, il faut changer. Donc, il faut savoir se regarder. La deuxième chose, c'est qu'on mange de moins en moins de protéines. Et là, il y a un problème, parce que les protéines sont utiles au corps humain. Pour faire du muscle, c'est à base de protéines. Donc, il faut bien qu'on les prenne de quelque part. Et l'alimentation nous les apporte. Alors, je ne dis pas qu'il faut manger une entrecôte à chaque repas, c'est pas ça que je dis. Oui, non. Hein ? Mais il nous faut des protéines, quelle que soit la forme. Vous avez les viandes rouges, bien sûr, vous avez les viandes blanches, vous avez le poisson, vous avez les légumineuses, vous avez les œufs sur lesquels on a tapé pendant des années en médecine. Et on s'est rendu compte que tout ça, c'était des hérésies. Oui. Hein ? Non, mais c'est important. Hein, c'est important de se rendre compte aussi que des choses en médecine qui étaient... déployées au niveau mondial comme des grandes évidences sont que des conneries a posteriori. Et ça, c'est très bien parce que ça montre qu'on avance, ça montre qu'on travaille. Donc ça, c'est très important. Sauf que 100 grammes de viande blanche, c'est pas égal à 100 grammes de poisson ou 100 grammes de légumineuses.
Donc il faut ensuite adapter en fonction des teneurs en protéines pour avoir toujours au moins 1 gramme à 2 grammes de protéines par kilo de poids corporel. Bon. Ensuite, vous avez tout le côté hormonal. Le côté hormonal diminue, à la fois chez l'homme et chez la femme. Alors chez l'homme, à partir de 20 ans, les taux de testostérone, entre 20 ans et 50 ans, diminuent de 50%. Oh, wow. Waouh, comme vous dites. Alors là, pour les gens qui nous écoutent, on est 2 hommes. On parle toujours de la ménopause avec la chute brutale des œstrogènes et de la progestérone à 50 ans chez les femmes. Mais alors, c'est brutal. Chez nous, c'est progressif. Mais c'est terrible. Et donc, toutes ces hormones sont utiles à la fabrication de muscles. On ne fabrique pas de la même façon du muscle à partir des mêmes exercices à 20 ans qu'à 50 ans. À 50 ans, faut faire plus d'efforts ou corriger ses taux. Vous avez un phénomène qui est un phénomène sur lequel, là, aujourd'hui, on ne peut pas grand-chose, qui est la perte des alpha-motoneurones. Alors, en fait, un muscle est toujours innervé par des cellules nerveuses qui ensuite lui donnent l'ordre de se contracter. Eh bien, en vieillissant, le nombre d'alpha-motoneurones, comme on les appelle dans notre jargon, diminue dans la moelle épinière, ce qui fait qu'il y a une moins forte stimulation des muscles qui ont tendance à s'atrophier. Et vous avez comme ça un certain... Alors, il y a plus d'inflammation en vieillissant. L'inflammation n'est pas bonne pour le muscle. Il y a une augmentation des hormones dites catabolisantes, c'est-à-dire qui détruisent le muscle. Donc, il y a plein de phénomènes comme ça qui vont faire que, malheureusement, notre masse musculaire va diminuer, et d'autant plus que si on ne l'utilise pas. Donc, le muscle, il faut le faire, et ce qui est très important, c'est que pour faire du muscle, il faut faire de la musculation. Donc, c'est un travail contre-résistant. Et chez les femmes, c'est pas si évident, parce qu'en fait, on a appris aux femmes qu'elles devaient être minces, et donc faire de la musculation, c'est pas la chose la plus logique, alors qu'elles font des régimes en parallèle, alors que le meilleur régime, c'est de faire du muscle, en réalité. Alors, là, c'est vraiment un point d'or que vous soulevez, parce que le régime est la chose, le régime tel qu'il est conjugué 9 fois sur 10, est très mauvais pour la santé. Parce que quand on analyse un corps humain, on voit qu'il y a tant de muscles, tant de graisse. Et quand vous commencez un régime, par exemple hypocalorique, eh bien à ce moment-là, vous perdez d'abord du muscle. Et quand vous arrêtez votre régime, alors vous perdez du poids. Mais si vous perdez 5 kilos, vous perdez 5 kilos de muscle. Ou disons 4 kilos de muscle et 1 kilo de graisse. Or, c'est le muscle qui aujourd'hui représente le principal élément correctif ou correcteur possible du métabolisme. C'est-à-dire que c'est le muscle qui consomme de l'énergie. Votre cerveau aussi, mais pour votre cerveau, on ne peut rien faire. Vos muscles, on peut augmenter le volume des muscles et la masse musculaire. Donc, si vous perdez du muscle, vous diminuez vos besoins caloriques. Et quand vous allez arrêter votre régime et que vous allez remanger, alors souvent les gens mangent encore plus, mais soyons pas trop négatifs, on va dire ils vont manger pareil. Eh bien, ils vont reprendre de la graisse. Et ils vont en reprendre plus. Pourquoi ? Parce que leurs besoins métaboliques seront diminués. Et de régime en régime, vous ne faites qu'aggraver les choses. D'où l'effet yo-yo. Drame. Et ça, c'est un vrai drame parce que derrière tout ça, il y a l'hypertension, il y a le diabète, il y a toutes ces maladies qui, du coup, à la cinquantaine, commencent à exploser parce que les gens ont lutté de façon inadéquate au nom d'une certaine minceur. Donc, faire du muscle est quelque chose d'important, y compris pour les femmes. Les femmes doivent faire du muscle. Ça ne veut pas dire de ressembler à un bodybuilder. Je veux dire, l'objectif, c'est pas Schwarzenegger. Et nous, on a des appareils qui permettent de mesurer parfaitement la composition corporelle, mais au gramme près vos muscles, lesquels, membres sup, membres inf, enfin, tout ça est
au gramme près. Et on se rend compte à ce moment-là, on a des objectifs en fonction de chaque personne, et il faut se donner, alors on donne 6 mois pour les atteindre, on remesure, et bien on se voit que on se donne plus 1 kilo, et on se rend compte que la personne a perdu 1 kilo de muscle. Elle nous dit, mais attendez, j'ai travaillé comme une folle, et j'ai perdu 1 kilo de muscle, ça va pas. Non, ça va pas. Alors, soit il y a autre chose qui ne va pas, par exemple un problème hormonal, par exemple un problème d'alimentation, soit elle ne fait pas les exercices, ou elle ne les fait pas de façon assez soutenue ou assez intense. Et elle ne se rend pas compte. Et elle ne s'en rend pas compte. Mais si on fait bien les choses, ça marche. Je montre, quand je fais mes conférences aux médecins, je montre toujours une diapositive qui est très intéressante d'un homme de 92 ans. 92 ans, d'accord ? 92 ans, je me permets d'insister, à qui on a fait bénéficier d'une session d'entraînement sur 3 mois, quotidienne sur 3 mois, il a pris 44% de masse musculaire. Plus 44% de masse musculaire à 92 ans. Donc, ça vous montre bien que c'est possible. D'accord ? C'est possible. Mais vous avez quelqu'un qui s'est donné beaucoup de mal, qui transpirait, qui disait pas « Ah, mais il faut que j'aille chercher mes petits-enfants à l'école. » D'accord ? Non, c'est un Américain. Hein. Les Américains, quand ils font les trucs, ils les font. Hein. Ils les font. Mais le côté pédagogique de l'affaire, c'est ça. Ça marche. Vous le faites bien, ça marche. Si ça marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vous diriez, ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'il faut faire des sports différents. Moi, j'ai réalisé que, pardon, je parle beaucoup de moi, mais c'est l'exemple que je connais le mieux. Donc, je nage beaucoup. Donc, j'ai du cardio, parce que je nage vite en plus. Je fais de la musculation, donc j'ai de la force. Et en même temps, quand je me suis mis, par exemple, au pilates, eh ben, en fait, j'arrivais pas à tenir les positions. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que rester de manière statique, avec les bras en l'air par exemple, ou de rester de manière statique en tension sur les jambes, ça marche plus. Et en fait, c'est peut-être des muscles, alors je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est peut-être des muscles que j'ai pas, et ça répond pas, c'est pas ni force ni endurance, c'est encore une autre dimension. Et donc peut-être cette invitation à faire des sports différents de manière régulière. Alors, il y a 2 choses, parce que il est clair que, et moi ça m'a aussi beaucoup amusé dans l'observation des exercices physiques des gens, c'est que, au fond, on ne fait travailler que quelques groupes musculaires. Et la natation est un exercice qui fait travailler un maximum de groupes musculaires. D'accord ? Si vous faites du crawl, etc., c'est très très bien. En plus, ça fait du cardiovasculaire. Mais quand vous êtes en salle de sport, ou même quand vous regardez les cours de gym tonique, d'abdominaux fessiers, des trucs comme ça, c'est des séances qui sont conçues d'abord pour que les gens s'amusent, fassent des choses, que tout le monde puisse suivre, mais également, malgré ça, vous vous rendez compte que ça ne fait travailler que quelques parties. Et quand nous, on mesure, grâce à nos appareils, on peut se rendre compte que certaines zones du corps ont une augmentation de leur masse musculaire, mais au détriment d'autres zones. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir arriver à mobiliser le plus possible l'ensemble des groupes musculaires. Ce qui n'est pas évident, parce que chaque sport a son groupe, je dirais, favori. Ou alors, vous avez des sports qui sont plus globaux. Il y a certains sports de combat, il y a des sports... mais il n'y a rien d'évident, hein. Il n'y a rien d'évident. Et pour aller ensuite sur la multiplication des sports, je me souviens très bien d'une jeune femme que nous avions examinée et qui n'avait pas beaucoup de muscles et qui ne comprenait pas. C'est une journaliste d'ailleurs. Elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute, si elle nous écoute là. Mais elle faisait tous les jours un sport différent. Et elle s'étonnait de ne pas prendre de muscles. Et je lui ai expliqué, mais c'est génial ce que vous faites en soi. Mais comme vous sollicitez tous les jours un groupe musculaire différent, ça veut dire qu'en fait, pour chaque groupe, vous ne faites une activité qu'une fois par semaine. Et donc, on arrive à cette difficulté qui est la nôtre, qui est le temps.
le temps. J'aimerais juste vous dire une chose sur les fameuses zones bleues. Parce que c'est très intéressant. Les zones bleues, pour vos auditeurs, c'est les zones du monde où il y a une proportion plus importante de centenaires. Bien sûr. Alors, il y a un documentaire sur Netflix en ce moment. Voilà. Bon, il y a Okinawa, il y a la Sardaigne, il y a plein de zones dans le monde, de petites zones où il y a plus de centenaires. Et souvent, il y a des scientifiques, des médecins, des chercheurs qui vont essayer d'étudier ces zones pour trouver un secret, un gène, une molécule qu'ils mangeraient en secret et qui permettrait, etc. Il n'y a pas. Il n'y a pas depuis des années, il n'y a pas et il n'y aura jamais. En revanche, on retrouve toujours 4 caractéristiques. Ils mangent peu, donc ils sont quasiment en restriction calorique. Donc ils sont minces, ils sont actifs, ils bougent toujours, ils travaillent toujours, ils ne sont pas sur une chaise comme nous, là, à juste tenir un micro. Ils n'ont pas de stress ou très peu de stress, c'est-à-dire qu'ils vivent dans des environnements qui leur demandent qui les acceptent tels qu'ils sont, etc. Et chaque jour ressemble à l'autre, et personne ne va venir les embêter. Et ils sont toujours intégrés à la société, quel que soit leur âge. Et il n'y a pas de retraite, donc. Vous continuez. Quand vous avez 95 ans, vous continuez à faire la récolte de riz, comme les plus jeunes. Personne ne vous impose un rendement, parce que vous avez 95 ans. Mais même si vous ramenez 5 fois moins ou 10 fois moins que quelqu'un de 30 ans, peu importe, vous ramenez quelque chose et vous contribuez à la communauté. Vous contribuez à la communauté. Vous êtes important dans la communauté comme tout le monde. Et c'est ça qui fait le secret de la longévité. Et ces éléments-là, c'est très amusant parce que c'est exactement l'inverse de nos sociétés occidentales. On mange beaucoup trop riche, on est sédentaire, on vous vire de votre boulot dès qu'il faut, et dès qu'il faut, non, dès que le coup près tombe, et vous avez du stress à tous les étages. Vous parlez de nourriture depuis tout à l'heure. C'est extrêmement important d'en parler. Vous dites on mange trop de sucre d'abord, je pense, parce qu'il y en a un peu partout du sucre. C'est quoi les règles élémentaires ? Est-ce que par exemple c'est bien de faire un régime intermittent ? Comment on fait pour vraiment réduire son apport calorique ? Parce que c'est pas forcément simple non plus en réalité. Alors en réalité c'est compliqué. C'est compliqué en plus si on vit en famille. C'est compliqué si on est si on est dépendant d'autres gens. Les grandes mesures en gros, si on considère les 4 grands chapitres. Il y a les graisses, il y a les sucres, il y a les protéines et il y a l'hydratation. Bon, les graisses, honnêtement, sauf quand vous êtes devant des désordres majeurs, généralement, en France, on n'a plus vraiment de régime hyper gras. Les gens font attention, c'est la première chose qu'ils virent de leur alimentation. Moi, je vois dans les gens qui nous consultent, généralement aussi, ils s'hydratent bien. Ils boivent tous plus de 2 litres de liquide par jour. Les protéines, c'est rare aujourd'hui de trouver des gens qui ont beaucoup de protéines. On va vers une diminution du taux de protéines dans le sang. Ça veut dire que les gens ont tendance à négliger les protéines. Ce n'est pas une bonne idée. Mais le vrai problème, c'est les sucres. Parce que des sucres... Alors les gens me disent, mais oui, mais moi je ne prends pas de sucre, je ne mets pas de sucre dans mon café. Je bois du Coca Light. Oui, je bois du Coca Light. Bon, mais ça c'est de l'illusion. Ça c'est le côté sucré, c'est vraiment un apport qui n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est tout ce qui va être sucre apporté par le pain,
par tout ce qui est pommes de terre, pâtes, etc. Et là, si vous regardez la liste des index glycémiques, vous allez être absolument effrayé. Il ne faut pas oublier que les fruits apportent également énormément de sucre. Alors ce que je dis là ne doit pas s'appliquer à tout le monde. Il y a des gens qui tolèrent ça très bien, parce qu'ils ont un système à base d'insuline qui fonctionne très bien et que le sucre n'est pas leur problème. Peut-être qu'ils ont une masse musculaire suffisante. Et puis il y a des gens qui très tôt ont beaucoup trop de sucre dans le sang, et ça mène à un des mécanismes importants de la sénescence qui est la glycation. Et la glycation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez abîmer votre cerveau, vos yeux, la rétine, le cristallin, vous allez abîmer vos nerfs, vos artères, enfin bref, tout y passe. Et donc aujourd'hui, le principal défaut, c'est clairement les sucres. Et le problème des sucres, c'est qu'on va naturellement vers les sucres quand on est stressé. Quand on mange des sucres rapides, ça monte direct au cerveau. Et à ce moment-là, ça favorise ce genre de choses. D'ailleurs, je voulais vous parler depuis tout à l'heure de la société et du stress. Est-ce que c'est pas le principal... je discutais avec Boris Cyrulnik sur ce podcast, qui me disait, en fait, le corps humain, il est fait pour vivre au moins 120 ans. Et simplement, la première cause de mortalité, c'est le stress. Parce qu'en fait, à force de stress, ça génère du cortisol. Mais le cortisol, il n'est pas censé faire ça, en fait. Enfin, on a trop de cortisol, beaucoup trop. Peut-être d'abord, la première question, c'est à quoi ça sert le cortisol dans le corps ? La raison pour laquelle c'est là. Et ensuite, de parler de la société et du stress auquel on se soumet tous les jours, en fait. Alors, le stress, en fait, de mon point de vue de physiologiste, ne va faire que accélérer les différents mécanismes du vieillissement. D'accord ? Donc, ce n'est pas en soi un mécanisme. Le stress, par exemple, va faire quoi ? Va augmenter votre taux de sucre dans le sang. Parce que le stress, il est là pour... le cortisol, qui est l'hormone du stress, elle a des actions bien particulières. Et une de ces actions, ça va être de nous permettre de combattre ou de fuir. Et pour ça, il faut monter le taux de sucre pour que nos muscles puissent combattre ou faire un 100 mètres. Bon, il se trouve que dans nos vies quotidiennes, vous ne pouvez pas faire de 100 mètres. Oui, non. Si vous avez un conflit avec quelqu'un, c'est pas bien de lui taper dessus. Et si vous partez en courant pour faire un 100 mètres, ça fait bizarre. Non plus. Oui, ça fait bizarre. Donc du coup, ce sucre reste dans le sang et favorise la sénescence. Mais le stress, le cortisol va aussi avoir un impact sur l'aspect adrénergique. Et donc le cœur va s'accélérer, le cœur va s'user, les artères vont se refermer, la tension artérielle va monter. Et donc vous avez plein de petits systèmes comme ça qui commencent à se dégrader. Et comment faire pour lutter contre ce stress ? Et donc on en revient à l'alcool, on en revient au tabac, on en revient à un certain nombre d'autres drogues qui vont être favorisées par ce stress. Et ce stress, c'est un problème sociétal. Je veux dire... moi, je vois les gens qui me disent « Mais écoutez, moi, j'allume même plus la télé parce que tout ce qu'on y voit est dramatique. » Et ils le prennent pour eux. Ils y sont pour rien. S'il y a une guerre à tel endroit... Ils peuvent rien faire, surtout. Et ils peuvent rien faire en plus. Donc, mais ils le vivent, ils le prennent dans leurs entrailles. Ils ont même plus de recul par rapport à ça. Et là, Boris Cyrulnik pourrait peut-être nous dire comment il devrait réagir pour pouvoir métaboliser ce stress qu'ils sont aujourd'hui incapables de métaboliser et qui, du coup, favorise leur sénescence. Mais vous parliez de la limite, la limite maximale de l'espérance de vie de la race humaine, ou de l'espèce humaine, pardon. C'est 122 ans. Bon, c'est Jeanne Calment qui est la doyenne de l'humanité et qui est la seule qui ait réussi à atteindre cette limite. Mais, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre « Médecine de la longévité, une révolution », c'est que ce n'est qu'une limite théorique. Oui. Et cette limite théorique, on devrait pouvoir rapidement la dépasser.
Et ça entraînerait des modifications sociétales, internationales. Parce qu'imaginez qu'aujourd'hui, à 90 ans, on soit en pleine forme pour travailler. La retraite à 64 ans n'a aucun intérêt. Bien sûr. On n'a pas non plus besoin de gens qui viennent de l'extérieur. Il va y avoir des problématiques. La robotisation va complètement changer la donne. Il y a énormément de choses qui vont changer. Et on est, et vous le disiez au départ dans cette interview, on n'en parle pas en France. Longévité, on en parle aux États-Unis, on en parle en Allemagne, on en parle en Angleterre, on en parle en Italie. Et bizarrement, en France, c'est un sujet, je ne sais pas, personne ne prend la mesure de ce que ça représente. Or, c'est vraiment la grande révolution, ça sera la grande révolution, mais qui commence aujourd'hui, là, maintenant, là, sous nos yeux, là. Aujourd'hui, on est capable de bosser là-dessus. Oui. Et c'est ça le grand intérêt, mais il faut en prendre conscience, il faut en prendre. Je voulais vous faire un petit aparté, entre guillemets, sur les femmes. On a parlé de la musculation. Je voulais parler de la ménopause également. D'abord, est-ce que c'est un phénomène qu'on retrouve chez les autres animaux, la ménopause? Et puis aussi, en fait, finalement, puisqu'on vit de plus en plus longtemps, elle arrive assez tôt, cette ménopause. Alors, peut-être expliquer à quoi ça sert et pourquoi c'est là. Savoir si on la trouve chez les autres animaux. Et puis aussi, est-ce qu'elle n'arrive pas un peu tôt, finalement, considérant l'augmentation de l'espérance de vie des humains? Alors, je vais répondre très rapidement à la question sur la ménopause et les animaux. Je n'en sais rien. Donc, je vais vous dire, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à la question. Deuxième chose, non, on a toujours un âge moyen autour de 50 ans. On a souvent, maintenant, apparaissent des gens qui sont ménopausés beaucoup plus tardivement. Donc, c'est vrai que... Mais la moyenne générale reste autour de 50-52 ans. La ménopause, d'un point de vue humain, son principal rôle, c'est d'empêcher que la femme tombe enceinte. Parce que être enceinte, c'est un challenge important pour l'organisme. Ça demande beaucoup à un organisme hôte. Et c'est vrai qu'en vieillissant, le corps d'une femme peut être plus susceptible à des accidents si effectivement on avait des grossesses à des âges plus tardifs. Ceci étant dit, vous avez régulièrement dans la presse, en particulier, je crois que le dernier cas est en Inde, de femmes de 70 ans qui ont pu être enceintes. Alors, je crois à travers l'implantation d'un œuf fécondé, etc. Donc, mais elles ont réussi à aller jusqu'au bout de la grossesse et à accoucher. Bon, ensuite, il y a plein de débats autour de ça, mais bon, ça existe. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que la ménopause, qui est donc un phénomène naturel de protection, en fait, ne doit pas être également un accélérateur de la sénescence. Parce qu'en se privant des hormones, œstrogène, progestérone, le corps de la femme change. Et comme il change, il va en fait se dégrader plus vite. D'où l'intérêt des traitements hormonaux de la ménopause pour, là encore, agir sur la prévention de la dégradation du cerveau, sur la peau, sur les artères, etc. etc. Mais c'était très débattu, cette idée d'apport. C'est très polémique, ça reste débattu. Mais en réalité, je me pose toujours la question, et ça fera l'objet de mon prochain livre, je me pose toujours la question de pourquoi on en débat. Quand un traitement... Alors, il y a eu les études WHI, Millennium, dans les années 2001, etc., qui ont montré qu'un traitement hormonal pouvait augmenter le risque de cancer. Sauf que, par exemple, en France, on n'utilise pas du tout les traitements américains, ni au niveau des œstrogènes, ni au niveau de la progestérone, et que, d'autre part, c'était des femmes à risque.
Donc c'était un truc un peu dingue qu'ils avaient fait. Et je crois 5 ans plus tard, d'ailleurs, l'investigateur principal de cette étude s'est excusé publiquement auprès des femmes en disant « Écoutez, on a les conclusions de notre étude étaient erronées. Et donc je m'excuse auprès de toutes les femmes qui ont arrêté le traitement. » Bon, ça n'a jamais été repris en France. Mais savez-vous, par exemple, alors, les 2 principales causes de morbimortalité chez les femmes, c'est le cancer, bien sûr, mais c'est les maladies cardiovasculaires. Et la meilleure façon de prévenir les maladies cardiovasculaires, c'est tout de même le traitement hormonal de la ménopause. Ça va être également l'implication sur les muscles, sur l'os, etc., etc. Donc, je ne vous parle pas de la peau, je ne vous parle pas de ce genre de choses. Donc, vous voyez, il y a plein d'éléments. Encore faut-il que le traitement soit bien dosé, soit bien, adapté à chaque femme, et que cette femme ne continue aussi avec toutes les autres règles hygiéno-diététiques. Il faut accepter la surveillance. Donc tout ça sont des éléments qui vont faire l'objet d'un de mes prochains bouquins, parce que ce traitement mérite d'être regardé différemment. Mais c'est un traitement très médicalisé, très très médicalisé. Et pour les hommes, vous disiez tout à l'heure qu'à partir de 20 ans, on commence à perdre de la testostérone. Est-ce qu'il faudrait rajouter de la testostérone ? Alors là encore, il n'y a pas d'obligation pour qui que ce soit. Je veux dire, si vous avez envie de vieillir comme on vieillit votre père, vos grands-parents, etc., c'est votre problème. Si vous avez envie de mettre un maximum de chances de votre côté pour mieux vieillir, ralentir dans la mesure du possible votre sénescence, eh bien, il faut compenser les carences hormonales. Donc ça, c'est assez logique. Alors, il y a des pays où on n'en débat plus. Aux États-Unis, on n'en débat plus. En Allemagne, c'est pareil, si vous voulez. Mais ensuite, vous le voulez ou vous ne le voulez pas. Il y a des gens qui disent « Non, moi, je suis bien dans ma vie, je vieillis comme je vieillis, je n'ai pas du tout envie de m'embêter avec des contrôles, avec des prises de ceci ou de cela. » Donc moi, je respecte ça à 100%. Hein, c'est comme votre voiture. Si vous n'avez pas envie de faire de révision et si vous n'avez pas envie de mettre de l'huile dans le carter moteur, c'est votre problème. C'est pas le mien. D'accord, mais on peut le faire. J'avais encore des tonnes de questions, mais le temps passe, donc du coup je vais m'arrêter. J'avais des tonnes de questions particulières sur la supplémentation, sur les vitamines D, sur tous ces produits qu'on peut prendre en parallèle. Alors, on peut finir peut-être sur la vitamine D, oui, parce que c'est intéressant. Moi j'en prends tous les jours là maintenant. Mais vous avez raison. La vitamine D, d'abord, c'est pas une vitamine, c'est une hormone. Et en plus, c'est une hormone stéroïde. Donc, en prenant de la vitamine D, vous êtes un big drogué. D'accord ? Hein ? C'est incroyable. C'est un problème de sémantique, voyez-vous. Les hormones ont mauvaise presse en France. On parlait du traitement hormonal de la ménopause, mais globalement, ils ont mauvaise presse. Et ce qui va se passer, c'est que on va considérer que les hormones sont un peu synonymes de cancer, un peu synonymes pour les sportifs de dopage. Mais quand une hormone, on l'appelle vitamine, tout le monde veut en prendre. On la dose même plus. J'ai lu un article il y a peu de temps, hier, dimanche, qui disait « Ah, mais comme tout le monde en a besoin, c'est pas la peine de la doser. » Moi, c'est un raisonnement qui me convient pas. Il faut la doser. Là, on a l'objectivation d'une carence, on corrige la carence. 2 mois après, il faut la redoser parce que je sais pas ce que vous prenez comme vitamine D, je sais pas quelle est la quantité, mais peut-être que vous en prenez pas assez, peut-être que vous en prenez trop. Donc, tout ça, il faut le médicaliser. Vous devez voir ça avec votre médecin et on y arrive très bien. Et comme ça, vous faites quelque chose d'utile et vous ne prenez pas de risque. Je suis atterré du nombre de gens qui prennent des vitamines comme ça, sans se rendre compte que s'ils en prennent trop, c'est mauvais pour leur santé. Donc, ils vont à contrario de leur santé. Donc, c'est pas un jeu, vous mettez pas dans votre carter de voiture, là, n'importe quelle substance.
Vous mettez l'huile constructeur. Et pour vous, vous êtes prêt à faire n'importe quoi en fonction des pubs, des promotions. C'est dingue. Des articles dans les magazines, etc. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais on pourrait en parler pendant des heures de la vitamine D. Je voudrais juste vous poser la dernière question. Donc, le podcast s'appelle Vlan. À quoi vous voudriez ouvrir et où claquer la porte? Alors, moi vraiment, et c'est l'idée du livre La médecine de la longévité, une révolution, c'est de vous dire qu'il ne faut pas vous sentir prisonnier de ce que nous avons toujours considéré comme une évidence, c'est-à-dire que, on naît, on grandit, on vieillit, on meurt. Eh bien, vous pouvez avoir une action puissante sur votre organisme, vous pouvez travailler pour obtenir une longévité en bonne santé, parce qu'une longévité qui ne se traduit pas par de la santé a peu d'intérêt, je pense, c'est mon point de vue. Mais si vous restez en bonne santé très longtemps, ça va vous permettre de réaliser vos projets, d'aimer des gens, d'aider les autres. C'est donc faire preuve d'altruisme pour tous ceux qui vous entourent, car vous allez pouvoir être avec eux et les soutenir. Et parfois, certains en ont vraiment besoin. Donc, je dirais que notre rôle d'être humain, c'est de nous occuper de notre santé, c'est de la considérer comme un capital qui nous est donné et que nous ne devons pas simplement consommer ce capital bêtement, égoïstement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, que la maladie survienne et la mort survienne. Non, ce capital, il faut le chérir, il faut le développer, il faut le travailler, et vous ne pouvez le travailler qu'avec des professionnels. Ça ne peut pas se faire en lisant simplement quelques articles sur Internet ou en profitant des promotions que donnent certains sites. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était génial, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.